Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis tellement contente de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait quelques semaines maintenant que je n'avais pas filmé et comme vous avez pu le voir, je suis bien rentrée de mon voyage à Cuba. D'ailleurs, je vous ai partagé la semaine dernière mon récit de voyage. C'est une vidéo assez courte puisqu'elle fait 9 minutes et c'est un condensé de ces 15 jours passés à Cuba. Donc je vous mets la vidéo dans le petit i si jamais vous voulez la voir et que vous l'avez loupée. Et pour ceux qui l'ont vue, je vous remercie vraiment du fond du cœur pour tous vos messages, vos retours qui ont été super positifs. Apparemment vous avez beaucoup apprécié cette vidéo. Ça m'a vraiment mis du baume au cœur et je suis trop contente voilà, que la vidéo vous plaise ainsi. Et donc aujourd'hui, comme j'ai fait pour mes précédents voyages, je vais vous parler de toute l'organisation de celui-ci. On va parler des logements, du billet d'avion, du budget alloué pour ce voyage et puis quelques petites informations pratiques. Comme ça, si jamais vous avez envie de vous envoler vers Cuba, cette vidéo pourrait peut-être vous aider. Et puis ça me permettra de répondre à toutes les questions que j'ai reçues depuis que je suis rentrée. Ça sera un petit peu plus pratique. Donc c'est parti, je commence tout de suite. Pour situer un petit peu le contexte, je suis partie 2 semaines à Cuba avec mon compagnon ainsi qu'un couple d'amis à nous. Alors tout d'abord, pourquoi Cuba? C'est une question qui est revenue à plusieurs reprises. C'est vrai qu'il y a un vaste choix de destinations dans le monde entier, il y a bien d'autres pays qui nous intéressaient, mais c'est vrai que Cuba c'est vraiment une île emblématique d'un point de vue de l'histoire et pour ces vacances on avait vraiment envie d'évasion, de quelques petits points de culture aussi, de découvrir l'architecture de l'île et puis en même temps d'un petit peu de farniente, de pouvoir profiter des très belles plages. Du coup on s'est dit que Cuba c'était le compromis et on voulait s'y rendre tant que Cuba conserve encore un petit peu son authenticité. C'est un pays qu'on avait en tête depuis quelques années, du coup on s'est dit que c'était le moment ou jamais. Ensuite parlons du billet d'avion. Donc de notre côté on a pris un vol direct depuis Paris-Orly jusqu'à la Havane. Donc à l'aller il y avait environ 10h30 de vol et au retour c'est plus court, 9h30. C'est passé assez rapidement, d'autant plus au retour parce qu'on voyageait de nuit. Donc voilà, on a dormi une bonne partie du vol malgré quelques turbulences. Côté compagnie aérienne, on a voyagé avec Corsair, c'était une première pour nous et c'était tout à fait correct, que ça soit au niveau du service, des repas, etc. Et donc c'est un billet d'avion qu'on a payé 720 €. C'est un bon tarif pour se rendre à Cuba. Vous pourrez trouver encore une fois, comme toujours, des tarifs moins chers si vous faites des escales et des tarifs plus élevé également selon la classe dans laquelle vous voyagez, votre point de départ, etc. Mais sachez qu'un billet entre 7 et 800 € pour partir à Cuba, c'est un tarif tout à fait correct. On a trouvé les billets d'avion en passant par Google Flights. C'est un bon compromis si jamais vous cherchez de bons tarifs et ensuite ça nous renvoyait directement sur le site de Corsair, donc on a effectué la réservation sur le site à proprement parler. Et pour information, on a réservé le billet au mois de novembre dernier. Ensuite on va passer au logement. Donc nous avons choisi de dormir chez l'habitant. Bien souvent quand on voyage c'est comme ça que l'on procède parce que comme je vous le disais dans ma vidéo de mon récit de ce voyage à Cuba, ça nous permet vraiment d'être au plus près des locaux, de pouvoir s'imprégner un petit peu plus de la culture, de pouvoir échanger avec eux et c'est comme ça que nous on apprécie voyager. Du coup on a dormi chez l'habitant quasiment tout le séjour sauf 2 nuits que l'on a passé à l'hôtel vers la fin du voyage pour un petit peu plus de farniente, mais ça j'y reviendrai un petit peu plus tard dans la vidéo. Donc concernant la réservation de ces logements, si vous me suivez, vous savez qu'habituellement quand on voyage comme ça à l'étranger, on réserve simplement la première nuit d'hôtel et puis ensuite on voit un petit peu où ça nous mène. Mais cette fois-ci on avait réservé à l'avance au courant du mois de mars je crois, donc quelques semaines avant de partir, parce qu'en fait à Cuba il faut savoir que la connexion internet est parfois assez complexe, il est difficile d'avoir du wifi, il n'y en a absolument pas partout et en fait on s'était dit qu'une fois sur place on n'aurait pas envie de courir à droite à gauche pour essayer d'attraper une connexion et pour réserver des logements, donc ça s'appelle des casas, là où vous dormez chez l'habitant. On ne voulait simplement pas perdre de temps sur place, donc on a tout réservé en amont et en fait on est passé par Airbnb. C'est là où on a pu réserver la totalité de nos casas et très sincèrement on est bien tombé. On n'a pas eu de mauvaise surprise, tous les logements qu'on avait réservés étaient vraiment très bien. Le rapport qualité-prix était vraiment au top. Donc là-dessus, on était très contents. D'ailleurs, je vous mettrai mon lien de parrainage dans la barre d'informations si jamais ça vous intéresse. Vous pouvez bénéficier de 25 € de réduction sur votre première réservation de Airbnb. C'est toujours bon à prendre. Je vous mettrai tout ça dans la barre d'informations ainsi que les liens de tous les logements dans lesquels on a dormi si jamais ça peut vous aider, pourquoi pas. Il faut savoir qu'il y a quelques années encore, avant 2015, si je ne dis pas de bêtises, il y avait très peu de casas à Cuba. C'est vraiment depuis 2015 où ça a été autorisé, tout comme les restaurants privés d'ailleurs. Concernant les réservations des Airbnb, je vous conseille vivement de regarder les commentaires qui sont notés par les clients qui ont séjourné dans les logements tout simplement. Ça vous donnera une idée assez réelle du logement.
Nous avons vraiment fait un road trip à travers Cuba, on ne restait pas au même endroit. On restait en moyenne 2 nuits par casa, parfois c'était un jour, parfois c'était 3, ça dépendait. Du coup on a fait 7 logements au total et pour 11 nuits on en a eu pour 260 € à deux pour un couple. Ça fait une moyenne de 25 € la nuit, donc c'est vraiment raisonnable. Et vers la fin du séjour, on avait réservé 2 nuits d'hôtel parce qu'après une dizaine de jours à vadrouiller un petit peu à travers Cuba, on s'était dit qu'on aurait envie de farniente. C'est ce qu'on fait en principe et on a vraiment bien fait parce que ça nous a permis de nous poser pendant 2 jours, de profiter des piscines, de la plage, etc. On a logé à Cayo Santa Maria, les plages étaient absolument sublimes, mais dans tous ces environs, il y a de très gros complexes hôteliers, notamment à Varadero aussi un petit peu plus loin. Et on voulait vraiment s'éloigner de tout ça et voilà, garder quand même une petite authenticité même si on logeait à l'hôtel. L'hôtel qu'on a choisi c'est le Melia Buena Vista et c'était le plus petit je crois, le plus petit des environs, même s'il y avait 100 chambres. Du coup je vous mettrai tout ça dans la barre d'informations et là ça a fait augmenter un petit peu la note puisque c'était 250 € la nuit, on a passé 2 nuits là-bas. Donc voilà, comparé à la nuit chez l'habitant, ça n'a absolument rien à voir, mais là il y avait énormément de confort, enfin c'était un bel hôtel 5 étoiles, donc voilà, on savait que ça faisait partie de notre budget. Après, libre à vous de choisir là où vous préférez loger, mais c'est vrai qu'en dormant chez l'habitant, fatalement ça vous reviendra beaucoup moins cher. Ensuite, on m'avait également demandé quelle était la meilleure période pour partir à Cuba. Alors j'aurais tendance à vous dire qu'entre février et avril, ça sera la période assez idéale pour combiner un séjour à la fois culturel et balnéaire. Vous aurez de très belles températures pour pouvoir profiter des plages, etc. Et en même temps, ça sera quand même supportable pour visiter et découvrir un petit peu toute la culture que Cuba a à partager. Donc nous sommes partis les 2 premières semaines d'avril et il faisait entre 28 et 32 degrés je dirais. Il faut savoir que les mois de décembre, janvier et juillet et août sont les périodes les plus touristiques à Cuba, donc peut-être à éviter si vous voulez un séjour un petit peu plus tranquille. Ensuite nous allons parler des transports à Cuba puisque forcément il vous faudra un moyen de transport pour aller d'un point A à un point B. Nous on a vraiment vadrouillé pendant ces 15 jours donc c'était totalement indispensable. Alors pour tout vous dire, au début quand on a commencé un petit peu à faire nos recherches pour ce voyage, on s'était dit qu'on allait louer une voiture. On était 4 donc voilà, c'était le bon compromis. Les tarifs varient d'une société à une autre évidemment, mais en moyenne c'est 100 € par jour pour la location d'une voiture. Et on s'était également renseigné pour avoir un chauffeur pour toute la durée de notre voyage. Donc le chauffeur a sa propre voiture et puis il vous emmène dans tous les points que vous souhaitez de votre itinéraire tout au long de votre voyage. Donc il reste vraiment avec vous à chaque fois. Et pour cette prestation, le tarif était de 130 € par jour, tout compris, donc essence comprise, etc. Donc c'est vrai qu'on n'a pas hésité bien longtemps et on s'est dit quand même que ça allait être un confort non négligeable. D'autant plus que parfois les routes sont très abîmées, notamment pour aller à Cayo Urrutia où il y a des trous énormes. Et donc pour cette réservation, on est passé par yotelvocuba.com, je vous mettrai le site juste ici. De toute façon, toutes les informations seront dans la barre d'informations. On n'a pas eu de frais d'agence, par contre il faut savoir que le site est en anglais ou en espagnol, non en français, mais voilà. Alors concernant notre itinéraire, donc on a tout d'abord atterri à La Havane et on y est resté 2 jours pour découvrir un petit peu La Havane, les quartiers aux alentours, la vieille Havane, etc. Ensuite on a pris la route vers l'ouest, on a fait un stop à Las Terrazas qui est un éco-village, c'était assez intéressant et puis ça nous permettait de faire une petite coupure dans ces heures de route. Et finalement nous sommes arrivés à Vignales où on est resté 2 jours, dont une journée à Cayo Urrutia où d'ailleurs on a eu une petite pluie tropicale, mais je vous laisse aller voir mon récit de voyage pour découvrir tout ça. Ensuite on est tout à fait parti à l'est où on a passé 2 jours à Playa Larga, on est un petit peu remonté, on a passé ensuite 3 jours à Trinidad, 2 jours à Cayo Urrutia et ensuite on a pris la direction de La Havane et là on a fait des stops parce que c'était assez long. Donc tout d'abord on a dormi une nuit à Cardenas. Donc en tout nous sommes restés 14 jours sur place et on m'a demandé si ça suffisait pour pouvoir découvrir Cuba et alors pas du tout. En 2 semaines on a simplement fait le centre de l'île ainsi qu'une partie de l'ouest. Donc il faudrait y retourner une seconde fois pour pouvoir vraiment faire tout l'est de l'île. Ensuite pour se restaurer, donc il faut savoir qu'il y a 2 types de restaurants à Cuba. Il y a les restaurants qui sont détenus par l'État et les restaurants privés qui existent depuis quelques petites années maintenant, qui s'appellent les paladars et qui appartiennent cette fois-ci aux Cubains. Donc nous ce sont vraiment ceux que l'on privilégiait. Concernant les tarifs, pour un plat et une boisson, on en avait environ pour 10 à 15 €, mais bien souvent un plat suffisait pour 2 personnes, les quantités étaient assez importantes. Après tout dépend de votre appétit, mais vraiment il y avait vraiment de quoi faire. On a mangé de la langouste pour une douzaine d'euros par personne. La nourriture est quand même assez variée. Au niveau des spécialités, il y a beaucoup de poulet frit et puis de riz aux haricots, c'est vraiment leur spécialité. Il y a aussi une espèce de bœuf effiloché, mais vous avez aussi beaucoup de poissons, etc.
Mais par rapport à d'autres pays qu'on a pu faire, c'est vrai qu'il y a quand même un large panel de plats qui sont proposés et on a vraiment bien mangé. Ensuite, concernant internet, donc il n'y a pas de wifi dans les casas où vous allez loger chez l'habitant, et dans les hôtels, voilà, il n'y a pas de wifi libre comme ça. Donc en fait, il faut acheter une carte Etexa dans des magasins spécialisés. Vous payez un cook pour 1 heure de connexion, et ensuite il faut se rendre dans des parcs, bien souvent au cœur de la ville. Vous voyez, de toute façon tous les gens sont au même endroit sur leur téléphone, et du coup nous on était un petit peu au courant de tout ça avant de partir, et du coup c'était une déconnexion totale. C'est pour ça que vous n'avez pas eu de mes nouvelles sur YouTube ou les réseaux sociaux. Ça m'a fait le plus grand bien, et vraiment j'en avais besoin de couper totalement de tout ça. On s'est connecté 2 fois simplement pour donner des nouvelles aux proches. Donc sachez que c'est quand même un petit peu compliqué de pouvoir se connecter comme ça à tout va à Cuba, mais c'est que ça reste tout à fait faisable. On m'a demandé les endroits que j'avais préférés à Cuba. Alors sans aucun doute il y a tout d'abord Viñales. C'est un village qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et qui est assez fantastique. On a l'impression que le temps s'est arrêté. Les habitants se baladent à cheval ou encore avec des calèches. C'est assez fou, et la beauté vraiment du lieu m'a vraiment conquise, et c'est un endroit vraiment que je peux tout à fait vous recommander. Vous pouvez faire des balades à cheval ou bien des randonnées au milieu des champs de tabac, des champs de café. Enfin, c'est complètement fou. Et j'ai aussi beaucoup apprécié Trinidad. Trinidad, c'est une ville coloniale qui a fêté ses 500 ans en 2014. C'est une ville qui est très colorée, la place est absolument sublime, et malgré le fait qu'elle soit assez touristique, je trouve qu'elle reste quand même assez authentique, et ça a été un vrai plaisir de pouvoir la découvrir. Donc vraiment Trinidad et Viñales pour moi ce sont mes 2 plus belles découvertes. Donc concernant le coût de la vie, ça reste tout à fait correct. Comme je vous le disais, vous mangez pour 10-15 € par personne. Si vous dormez chez l'habitant, ça sera vraiment un budget qui sera peu conséquent. Si vous dormez à l'hôtel, ça sera un petit peu plus élevé fatalement. Après, le prix que je vous ai donné pour l'hôtel, c'est tout à fait variable, ça dépend du standing que vous souhaitez tout simplement. On a fait des parcs naturels, c'était environ 10 € par personne. Pour les musées, ça varie entre 3 et 8 € je dirais. Évidemment, je voulais vous parler du budget de ce voyage. Personnellement, je n'ai absolument aucun souci à parler de ça sur ma chaîne. J'estime que c'est quand même utile d'avoir une fourchette de prix pour savoir un petit peu où se situer pour pouvoir faire ce genre de voyage. Donc pour le vol, les logements, les repas et les activités, on en a eu pour 2 000 € par personne. Sans compter par contre tout ce qui est souvenirs et objets que vous souhaitez ramener de Cuba. Nous on a par exemple ramené une belle boîte de cigares, c'est vrai que forcément ça fait augmenter la note. Et aussi ce budget ne sera pas forcément celui de tout le monde, tout dépend de la manière dont vous allez voyager. Certaines personnes dépenseront bien moins, et en revanche si vous ne dormez pas du tout chez l'habitant et uniquement à l'hôtel, le budget sera plus élevé. Tout dépend vraiment de votre manière de voyager et de concevoir vraiment votre voyage. Mais voilà, sachez que pour 2 000 € vous pourrez quand même bien profiter et vous faire plaisir tout au long de ce séjour. En tout cas c'est ce que nous on a fait. Et il faut savoir qu'on était 2 couples, du coup nous avons divisé les frais du chauffeur par 2, et c'est non négligeable parce que c'est vrai que le chauffeur c'est quand même une bonne partie assez conséquente de notre budget. Et je vais terminer avec quelques informations pratiques qui sont bonnes à savoir. Donc tout d'abord il faut savoir qu'il y a uniquement 2 saisons à Cuba, la saison sèche et la saison humide. Nous on était à la fin de la saison sèche et ça s'est très bien passé. Après pendant la saison humide apparemment ça n'est pas des pluies torrentielles tout au long de la journée, c'est seulement pendant une partie de la journée, donc vous pouvez quand même voir pas mal de choses, et puis je pense que vous payerez en plus moins cher. Ensuite un point important que je n'ai pas encore évoqué dans cette vidéo, c'est la monnaie. En fait il y a 2 monnaies locales à Cuba, donc le cup qui est la monnaie officielle pour les Cubains et le cook qui est la monnaie pour les touristes, où les tarifs sont tout à fait différents. Si vous allez dans des restaurants, il y a des tarifs pour les Cubains et des tarifs pour les touristes, où fatalement vous payez plus cher, mais ça fait un petit peu partie du jeu. Sachez que vous ne pouvez pas payer par carte, donc du coup il faut avoir l'argent en cash sur soi ou alors retirer sur place, mais dans des grandes villes ou dans des lieux où vous pouvez retrouver des guichets. Et par contre concernant l'échange à l'aéroport, si vous arrivez avec des euros et que vous souhaitez échanger, sachez que vous pouvez échanger au maximum 900 cooks par passeport. Certaines personnes se demandaient si cette destination était appropriée à des enfants. Eh bien oui, tout à fait. Personnellement je n'y vois aucun inconvénient. D'ailleurs des proches se sont rendus avec de jeunes enfants entre 2 et 3 ans sur place, et vraiment il n'y a pas eu de problème. Après ça dépend aussi de votre philosophie de vie, de votre manière de voyager, de votre rapport un petit peu au voyage tout simplement. En tout cas on n'a pas ressenti d'insécurité particulière, on était à 2 couples, tout s'est très bien passé et vraiment on n'a pas rencontré de problème de ce côté là. Ensuite concernant le décalage horaire, il y a 6 heures en moins à Cuba durant l'été par rapport à la France. Donc à l'aller ça s'est très bien passé.
Par contre au retour dans ce sens je trouve que le décalage horaire est assez difficile, c'est-à-dire que le soir en fait à 2 h du matin j'étais encore en pleine forme, j'avais envie de faire plein de choses dans la maison, et alors le matin quand il fallait se réveiller et qu'il a fallu retourner au travail, je vous avoue que ça a été très compliqué parce qu'en fait pour mon corps c'est comme si je me réveillais en pleine nuit. Donc les premiers jours je vous avoue que ça a été un petit peu difficile, et puis après au bout de 5-6 jours le décalage est passé et il n'y a pas de souci. Je voulais aussi vous faire un petit mot concernant les moustiques, on en a énormément rencontré. C'est vrai que moi en principe j'ai tendance à les attirer, mais là pour le coup tout le monde s'est fait piquer et il faut quand même faire attention parce qu'à Cuba il y a le virus Zika, donc ça serait quand même assez dommage de l'attraper. Faites attention également si vous êtes enceinte, prenez vraiment les précautions. Et voilà, renseignez-vous auprès de votre médecin parce que ça peut être très dangereux. Nous on prend toujours un bon anti-moustique, c'est l'insecte écran qu'on trouve en parapharmacie, et surtout que là en plus on était en saison sèche, donc je n'imagine pas en saison des pluies, mais voilà, vraiment faites très attention à ça. Après je sais que des abonnés étaient partis à Cuba et elles m'avaient dit qu'elles n'avaient pas rencontré de moustiques durant tout leur séjour. Et pour terminer, je voulais vous parler de l'état d'esprit des locaux envers les touristes parce que c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. Il faut savoir que les Cubains sont d'une gentillesse assez incroyable, ils sont très accueillants. Les hôtes chez qui on a logé durant tout ce voyage ont vraiment été particulièrement accueillants, bienveillants. Ils répondaient toujours à nos questions avec le sourire et vraiment ça a été un vrai moment de plaisir, on a pu échanger avec eux. Et si vous le pouvez, prévoyez des petits cadeaux à rapporter à vos hôtes si jamais vous dormez chez l'habitant, ou alors à laisser aux femmes de ménage à l'hôtel par exemple, parce qu'il y a énormément de choses auxquelles les Cubains n'ont pas accès de par l'embargo, etc. Par exemple j'avais préparé un petit pochon pour chaque personne chez qui on dormait avec plein de petites miniatures de produits de cosmétiques, des savons, des shampoings, des gels douche, des crèmes, enfin un petit peu de tout. On avait glissé également quelques stylos et ça leur a vraiment fait plaisir, on voyait vraiment qu'ils en avaient besoin. Et puis même dans la rue quand vous vous baladez dans certaines villes ou villages, vous pouvez aussi laisser par exemple les produits qu'il vous reste dans votre trousse de toilette juste avant de partir, ça fera vraiment plaisir aux personnes qui les auront et puis vous, ça vous allégera un petit peu votre bagage pour pouvoir voyager au retour. Je suis très heureuse d'avoir pu découvrir Cuba, c'est un voyage qui m'a littéralement transportée et je suis rentrée la tête pleine de beaux souvenirs que l'on a pu partager ensemble sur place. Donc voilà, peut-être que c'est une destination que vous avez envie de découvrir à votre tour. Et puis du coup j'espère que cette vidéo aura pu vous être utile, vous aura peut-être aidé. Si toutefois vous avez encore des questions sur le sujet, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Et n'hésitez pas à checker également la barre d'informations puisque je vous mettrai vraiment le maximum d'informations plutôt utiles pour vous, ainsi que mon lien de parrainage Airbnb. En attendant la prochaine vidéo la semaine prochaine, je vous embrasse très fort, j'étais ravie de vous retrouver et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt!